Retour sur ce plateau de Vox Hebdo sur Vox TV. Nous allons aborder notre deuxième partie réservée aux revendications socio-professionnelles des enseignants. Passons en revue les problèmes socio-professionnels auxquels sont confrontés le corps enseignant, deux plateformes syndicales des enseignants, à savoir le Mouvement général pour le statut des enseignants et l'Union libre des enseignants bénévoles et prestataires du Congo, ont dans une déclaration mis en exergue une litanie de revendications socio-professionnelles toujours en suspens. La publication de l'arrêté conjoint interministériel fixant les montants des primes et indemnités conformément à l'article 54 et 55 du statut particulier des enseignants. 2. Le paiement intégral des rappels de solde d'activité dus aux enseignants. 3. Octroyer une prime de bonne séparation aux enseignants dont l'âge ne permet plus d'être intégrés à la fonction publique pour leur autonomisation. D'autres doléances ont été également épinglées par les deux plateformes syndicales des enseignants. Nous, Mouvement général pour le salut des enseignants, ainsi que l'Union libre des enseignants bénévoles et prestataires du Congo, demandons au gouvernement de la République de publier l'arrêté conjoint interministériel fixant les montants des primes et indemnités conformément au statut particulier des cadres et agents de l'éducation nationale, de payer les rappels de solde d'activité dus aux enseignants, de débloquer les allocations familiales, la fonction publique, les AMES des fonctionnaires. Le Mouvement général pour le statut des enseignants et l'Union libre des enseignants bénévoles et prestataires du Congo ont en outre déploré l'absence d'une volonté manifeste du dialogue social entre les organisations syndicales. Nous avons vu donc cet élément qui met en scène les revendications par les plateformes des enseignants. Clotaire, que peut-on craindre avec ce genre de situation, de revendications des enseignants? Nous avions toujours, depuis bientôt une vingtaine d'années, le même tableau qui est peint dans le monde éducatif où il y a des plateformes qui se créent en longueur de journée et qui viennent pour faire le même type de revendications dans ce secteur de l'éducation. Évidemment que ces plateformes ont des raisons légitimes de venir évoquer tout ce qu'ils ont comme problème professionnel, d'autant plus que ce sont des compatriotes qui ont en charge l'éducation de nos enfants et que nous ne tenons pas à ce que justement ces enfants soient impactés négativement par ce qui arrive en longueur de journée, parce que lorsque les déclarations de cette nature commencent, on sait toujours ce qui suit par la suite, c'est qu'il y aura par la suite des déclarations de grève et qui vont bientôt à la fin de l'année impacter encore négativement. Ce qu'il y a de plus délicat et que l'on n'entend pas généralement dans ce type de déclaration, c'est la situation générale de l'enseignement au Congo. Nous sommes dans un pays où il y a bientôt 5 ans, pour ne pas dire, pour raccourcir les délais, il y a bientôt 4 ans, nous avions un déficit de 16 000 enseignants dans le secteur de l'éducation. Le gouvernement a réussi, paraît-il, à faire recruter quelques 2000 enseignants, pour lesquels justement cette plateforme est en train de faire des revendications pour que les noms se retrouvent. Que les noms se retrouvent justement, le nom des enseignants. Ouais. Le nom des enseignants, parce que quand on le dit de la sorte, généralement ce ne sont même pas ceux-là. On va se retrouver avec ceux qui ont été recrutés comme enseignants qui se retrouvent au trésor, ceux qui ont été recrutés comme enseignants qui se retrouvent aux douanes, et etc., là où ils perçoivent mieux que ce qu'ils ont dans le secteur de l'éducation. Et c'est tout à fait normal justement qu'ils puissent dire que ce soit réellement les enseignants qui s'y retrouvent. Mais quand on lit même le budget de 2025, on se rend compte que ces enseignants n'ont même pas été pris en compte justement pour ce qui est du recrutement au niveau de la fonction publique. Et nous nous retrouvons avec des enseignants, comme ils le disent eux-mêmes, bénévoles. Mais parmi ces enseignants bénévoles qu'on leur doit recruter, vous avez là-dedans des gens qui sont
dans l'interland de notre pays, pris par les députés pour venir enseigner nos enfants, et des gens qui sont pris dans les classes de 4e pour venir s'occuper des classes multigrades de CE1, CE2, de CM1, CM2, avec tout ce qu'il y a comme dégâts qui font que ce système éducatif au Congo est en train de s'écrouler en longueur de journée. Je crois qu'il faut qu'il y ait une vraie réflexion dans ce pays pour que nous puissions nous rendre compte qu'est-ce qu'il nous faut faire pour sortir justement de cette situation désastreuse. D'accord, nous allons revenir sur Clotaire. Nous donnons la parole à Albert. Finalement, le problème des enseignants sera toujours comme une épine dans le pied des autorités. C'est l'éternel problème, ça, d'aussi loin que je me souvienne. Il y a de cela, oui, Clotaire a parlé d'une vingtaine d'années, je me demande si c'est même pas plus. Nous entendons toujours le même langage, à la fois à la clôture des années scolaires et surtout à la reprise des activités scolaires, donc en octobre, novembre. Et cela est d'autant plus inquiétant qu'il ne s'agit pas seulement de se lamenter sur la situation de l'école primaire ou du collège, mais que cela va continuer jusqu'à l'université. C'est tout le système, même, donc, tout même le système est impacté. Le secteur technique. Tout le système est impacté et donc, avec cela, on n'a pas à s'étonner que nos résultats, les résultats de notre système d'éducation, ne soient pas, même à l'étranger, appréciés autrement que par une moue, en disant, voilà, donc nos étudiants au Maroc, en Tunisie, etc., sont parmi ceux qui sont chassés en premier parce que, bon, vous n'avez pas une suffisance de formation pour être en première année, deuxième année de telle ou telle autre qualification. Donc ça, c'est une situation à laquelle, mais il faut dire quand même, je ne voudrais pas ici jouer les Ponce Pilate, mais il faudrait dire que le gouvernement a essayé de faire ce qu'il faut. Mais je crois que le système est tellement rongé, tellement rouillé, que finalement, plus rien ne tient. Nous avons tenu les assises nationales de l'éducation nationale. Très belle chose, où on a fait le point, on a fait des propositions. Mais qu'est-ce que ces propositions-là seront lorsque nous allons nous heurter à des pratiques comme la corruption, des pratiques comme nous avons des enfants dans notre pays, dans notre ville de Brazzaville, qui de la 6e à la terminale pratiquement n'ont avancé qu'à coup de, je dirais pas corruption, le mot sera négatif, mais enfin, dans le temps, nous produisions des bulletins scolaires pour passer de la 4e à la 3e. Ici, il s'agira de remplacer les billets de banque et ça sera fait. Donc, nous avons un système auquel il faut penser, mais je me demande si c'est seulement le système éducatif qui le veut ainsi, ou d'autres secteurs aussi sont minés et donc tout à fait, comment dire, gangrénés par ce genre de situation. D'accord. Mon désir, est-ce qu'on sent dans ce dossier l'implication vraiment du gouvernement, la volonté du gouvernement d'apporter une solution définitive? Merci beaucoup. Moi, je vais plutôt abonder dans le sens de Clotaire. De Monsieur Clotaire. Il y a certains points avec le doyen où vraiment je suis en porte-à-faux. Déjà, la sempiternelle question des revendications socio-professionnelles des enseignants ne remonte pas aujourd'hui. Là où je suis d'accord avec lui, c'est que ça fait des années où on revient sur la même situation. C'est des revendications qui aboutissent à des grèves et quelquefois ça en pâtit sur les élèves, nos enfants, etc. Mais seulement je me dis que gouverner, c'est prévoir. Et quand on gouverne, il y a des choses comme le doyen a dit, quand vous vous êtes confronté à quelques obstacles pour la mise en place de certaines politiques, alors il faut de la rigueur. Voilà comment nous nous retrouvons en difficulté. J'ai essayé d'échanger avec quelques enseignants. Déjà, il y a carence d'enseignants. L'État commence par faire un contrat avec des enseignants et l'État engage ces enseignants pour les affecter, pour effectivement couvrir les besoins.
Et l'État leur promet, écoutez, au bout de 4 ans, 5 ans, je vais vous recruter. Ces jeunes gens vont dans les parties nord, partie sud, dans l'interland du pays et commencent à enseigner. Plus de 5 ans, ils sont pas recrutés. Mais entre-temps, il y a des arrêtés qui sortent. Ceux dont les noms figurent, comme a dit M. Clotaire, ne sont même pas des enseignants. Et au bout de 5 ans, selon les textes contractuels, au bout de 5 ans, ils sont pas retenus. Et après, ils dépassent l'âge qui est requis pour intégrer la fonction publique, qui est 30 ans. Et au-delà de cet âge-là, on peut plus vous recruter au moment que vous avez été sur le terrain, vous avez mouillé le maillot dans des conditions quelquefois exécrables, mais au nom de la patrie, ils en font. C'est normal qu'ils revendiquent à ce que plus tôt ils soient recrutés. Deuxièmement, l'État a promis aux enseignants que lorsque vous êtes allé faire, par exemple, vous êtes des finalistes, allez sur le terrain, lorsqu'on vous recrute, la première des choses, on vous attribue ce qu'on appelle un rappel de solde. Et tout d'un coup, on commence à dire à ces enseignants, écoutez, bon, le rappel de solde sera aboli lorsqu'on va vous engager, parce que le rappel de solde, c'est quoi? Tout le temps que vous avez travaillé sans être fonctionnaire, sans être engagé, on vous le paye dès la prise de service. Mais si aujourd'hui, on leur dit que c'est aboli, c'est normal qu'ils revendiquent. Ils parlent également du statut particulier et de certaines primes, parce qu'il y a des gens qui vont travailler sur le terrain, dans le bénévolat, en tant qu'enseignants communautaires ou finalistes, mais après, ils sont pas recrutés. Et jusqu'à 40 ans, 50 ans, ils vont en retraite. Ces associations-là demandent à ce qu'on leur donne quand même un prime de bien-être, quand bien même ils sont pas recrutés, mais quand même ils ont une prime pour service rendu. Et au-delà de tout ça, pour terminer, quand je parle de rigueur, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons un pléthore d'institutions qui doivent veiller sur la corruption et la halte qui est là. Et lorsqu'on fait face à ce genre de choses, nous, en tant que gouvernants, nous devons, à ce moment-là, le président l'a dit, le verre est dans le fruit. C'est un message codé. Mais si le verre est dans le fruit, c'est donc de la responsabilité de ceux qui dirigent de faire en sorte que néanmoins, même si on ne peut pas extraire tout le verre, mais au moins qu'on extrait une partie pour que les enseignants, voilà, ce métier noble, qu'ils le fassent à cœur joie. Parce que, comme a dit le doyen, c'est souvent à l'orée de la nouvelle année scolaire et à la fin qu'il y a des revendications, mais après, ça aboutira aux grèves. Mais lesquelles vont en pâtir? Ce sont nos enfants. Maintenant, quand on reviendra sur la qualité de l'éducation, le système, là, c'est un autre débat. Où on mais tout ça, fait partie aussi. Oui, ça fait partie de la qualité. Et quand j'entends parmi les revendications, on parle que d'autres choses, mais on ne parle même pas dans des conditions de travail. Les enseignants travaillent dans quelles conditions? La qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, notre système éducatif ne se porte pas si bien que cela. Il y a des failles, parce qu'aujourd'hui, vous prenez celui qui a eu le bac au Congo, vous l'emmenez ailleurs, je vous assure qu'il y a un monde d'écart. Pourquoi? C'est le système. Et le système, lesquels doivent résorber la situation. Je crois que ce ne sont pas nous, journalistes, nous on analyse les faits, mais plutôt ceux qui dirigent. Car diriger, c'est prévoir. C'est prévoir. Est-ce que ces revendications peuvent amener le gouvernement, Clotaire, amener le gouvernement à opérer des réformes? C'est vrai qu'on a fait les états généraux, mais jusque-là, les états généraux aussi n'arrivent pas encore à produire du fruit. Mais pourquoi est-ce que ces états généraux, justement, n'arrivent pas à produire les effets escomptés? Si vous prenez des décisions de haut et vous voulez à tout prix les socialiser avec les acteurs qui sont sur le terrain, en les ignorant, ça pose un vrai problème. Et nous nous retrouvons généralement avec ce type de slogan. On y arrive, on se dit, nous allons faire les états généraux de l'enseignement, n'oubliez pas que les états généraux de l'enseignement, nous les avons commencé dès 1993, pratiquement 92, 93, avec le président Lissouba. Il y avait déjà une première tentative, là on allait faire les états généraux de l'éducation, et puis que le président Lissouba avait annulé, pour lequel, finalement, ça a été fait par différents gouvernements, jusqu'à ce que l'on puisse nommer M. Lomampouya à la tête justement d'une structure qu'il y a pour les états généraux. Nous n'avons jamais vu les résultats escomptés et que l'on nous dise que cette fois-ci, voici là où nous sommes en train d'y aller. Je me suis débattu pour avoir les résultats justement de ces états généraux et ça a été vraiment difficile. Maintenant, lorsqu'on y revient à ce que justement nous avons eu là, vous le voyez très bien, la crainte. Quelqu'un qui a aujourd'hui 45 ans, qui est resté dans le monde de l'éducation et qui n'est pas recruté, et jusqu'à ce que même eux-mêmes, les enseignants, viennent pour supplier au pouvoir public pour leur dire, trouvez-nous quand même quelque chose qui va nous garantir nos vieux jours.
Vous voyez le niveau de détresse de ceux-là dont le rôle est justement de faire que la société puisse s'élever. Est-ce que vous vous rendez compte? Monsieur Albert Mentukuta, notre aîné, dit que c'est même jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur. Mais quand vous avez des vacataires à l'université qui font 4 ans sans être payés, mais vous vous attendez à quoi? Mais vous allez vous retrouver à la faculté de droit avec des tas de fascicules que cet enseignant va venir vendre auprès de ces enseignants, jusqu'à même les menacer, de telle sorte que si cet étudiant-là n'a pas acheté son fascicule, puisque celui qui vend le fascicule prend le nom de Monsieur Ndiona, et que si ce nom-là ne se retrouve pas dans sa liste, mais il voit pas pourquoi est-ce qu'il va vous corriger ou bien faire votre aider. Pourquoi? Mais je crois que le fruit là, donc il faut tout simplement le détruire. Il faut enlever. Il faut pas enlever une partie, mais il faut tout enlever. Non, il faut tout enlever. Parce que si ce n'est pas ça, les fruits vont rentrer dans les autres, les vers vont rentrer dans les autres fruits aussi clairs en arbre. Pour renchérir un peu rapidement, Oui. M. Chrysostome, ce que M. Clotaire disait, aujourd'hui, quand l'État envoie par exemple ses finalistes sur le terrain, il leur promet une bourse mensuelle de 50 000 francs. Mais allez-y demander. Ces mêmes enseignants qui sont dans la partie de l'interland du pays n'en perçoivent pratiquement pas parce que ça vient en dents de scie. C'est pas régulier, c'est de façon sporadique. Mais comment dans ces conditions-là voulez-vous que ceux qui doivent enseigner soient dans des conditions optimales pour transmettre le savoir? Ne dit-on pas une maxime populaire, cet apophthegme, qu'un ventre affamé n'a point d'oreille? Comment on peut être efficient à donner le savoir à nos enfants si nous-mêmes, on n'a même pas de quoi joindre les deux bouts, de quoi joindre les deux aglets? Ça, c'est dangereux. C'est comme demander l'impossible à celui qui ne peut pas le faire. Oui, Albert, finalement, c'est pas demain que notre système éducatif va retrouver ses lettres de noblesse avec ce genre de comportement. Nous sommes journalistes, donc nous faisons le constat, mais nous ne sommes pas là à répandre le désespoir, à dire voilà. Non, nous analysons ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain ne garantit pas l'amélioration de la situation demain. Faisons en sorte de croire que il y aura quand même un petit sursaut. Un petit sursaut de quoi? De reprise de soi aussi et de fierté nationale quand même malgré tout. Nous sommes 4 autour de cette table, mais nous sommes tous passés par ce même système. Peut-être à des années où le verre n'avait pas grossi, pas assez, pas trop. Et donc, nous pouvons quand même y arriver parce que, bon, il y a des pays où c'est peut-être, on me dit, c'est peut-être pire. Mais pire que le Congo, moi, je doute. Oui, tout est dit. Est-ce que l'amélioration de la situation des enseignants qu'elle se présente, la situation telle qu'elle se présente, est-ce une volonté politique non, ou pas c'est du tout. le manque de moyens? C'est les deux, c'est-à-dire l'un tirant l'autre. Non, ça n'est certainement pas un manque de volonté politique, mais c'est parce que la difficulté est là que après tout de suite on baisse les bras. On se dit voilà, je veux donner 50 000 francs à mes finalistes sur le terrain, je n'y arrive pas. Bon, voilà, on va garder les 50 000 qu'on devait donner en avril, et puis on va accumuler tout ça et on va payer en mai. Arrivent en mai d'autres urgences, d'autres difficultés qui vont aspirer le peu que nous avions pu emmagasiner. Et puis voilà, donc comme ça, par effet de roulement, nous nous retrouvons jusqu'à même le minimum que nous pouvions faire, nous n'arrivons plus à le faire. Oui, mais là, Clotaire vient de le dire, que dans le budget 2025, rien n'est prévu, mais on l'a dit aussi ici, hein. Gouverner, c'est prévoir. Est-ce que mon désir, l'État est comme surpris de prendre en charge ces agents ou les personnes à qui on confie des tâches? Vous savez, plus on avance, plus les défis deviennent de plus en plus énormes. Le problème ici, c'est ça. Le doyen l'a dit. Nous qui avons fait l'école d'hier, à notre époque, peut-être qu'il n'y avait pas ces effectifs aussi pléthoriques, il n'y avait pas une forte demande de renforcer l'effectif des enseignants. En plus, on s'adapte en fonction de l'évolution de la société, de l'évolution de la cité avec ses enjeux.
Et donc, ce que nous pouvons souhaiter, non, nous ne sommes pas ici en train de vendre le désespoir. Nous sommes en train d'analyser la situation sans pourtant vouloir ripolliner la vérité, mais ça nous pousse aussi à faire quelques propositions en tant qu'analyste. Peut-être qu'on sera suivi. En réalité, il y a des secteurs clés qui nécessitent à ce que dans les années à venir, le budget alloué à ces secteurs soit un peu revu à la hausse, tel que le secteur de l'éducation, que ce soit au niveau d'enseignement secondaire, primaire, préscolaire et même supérieur, il faut quand même augmenter parce qu'aujourd'hui, il y a des défis en infrastructure. Aujourd'hui, nous avons des écoles publiques où dans une salle de classe, l'effectif est pléthorique. Hein. Je vous assure, il y a même des enfants qui s'asseyent à même le sol. Donc, il y a plus de défis et ça demande plus de moyens. À ce moment-là, c'est donc aux dirigeants de pouvoir affecter un budget à la hausse, peut-être pour 2026, puisque 2025, comme le dit le doyen Clotaire, c'est pas pris en compte, mais nous osons espérer que 2026-2027, quand même, il y aura une revue à la hausse du budget alloué à ces secteurs-là, de manière à ce qu'on puisse répondre aux défis de l'heure, aux enjeux actuels. Mais est-ce que les classes pléthoriques on n'en parle pas qu'en 2025, c'est depuis des années, mais est-ce que c'est pas ça la politique toujours de ne pas, Clotaire l'a dit, le Congo connaît le déficit des enseignants, mais est-ce que un jour où ce déficit-là pourra être comblé, puisque même en formation, ceux qui sont formés ne sont pas 20 000, hein, Clotaire, quand on regarde par rapport aux besoins, par rapport aux formés, il y a toujours un problème. Si on n'arrive pas à prendre en charge le peu qui est déjà formé, est-ce que ce déficit-là pourra être Tout dépend des moyens. Moi, je pense que, comme a dit le doyen, hein, la volonté politique y est. On peut pas ici venir dire qu'il n'y a pas de volonté politique, mais seulement les moyens, parce qu'il faut les moyens. Et nous savons que notre pays, et d'ailleurs l'humanité tout entière, traverse des périodes un peu sombres du point de vue économique. Et nous avons à l'époque un budget un peu plus élevé. Aujourd'hui, le budget a été revu à la baisse en fonction de la conjoncture actuelle. Donc, ce que nous osons espérer, c'est que l'économie congolaise retrouve un peu ses lettres de noblesse, que nous soyons dans une période florissante du point de vue économique. Et à ce moment-là, on pourrait affecter les moyens qu'il faut. Moi, je pense que pour ce secteur, il faut plus de moyens pour pouvoir gonfler l'effectif et gérer tous les défis qui se présentent. Sans moyens, je crois qu'on va épiloguer longuement et puis il y aura rien. C'est les moyens qui feront la différence. Oui, c'est-à-dire que c'est finalement affligeant de voir à quel point nous allons dans un système du serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, d'un côté, on nous dit il manque des enseignants, de l'autre, on nous dit qu'il y a trop d'élèves. Et donc, finalement, dans le même système où nous devons gérer à la fois dégraisser la pléthore qui est dans les effectifs des élèves, eh bien, nous déplorons le manque d'enseignants pour les prendre en charge. Et même, nous déplorons le manque, j'allais dire, de moyens pour ceux qui sont là, qui devraient les prendre en charge. Parce que, effectivement, nous avons tous vu, je crois, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, certaines situations de salles de classe, mais vraiment à l'intérieur du pays, où vous avez, c'est-à-dire que j'ai même vu, c'est pas un endroit où le maître disait, dès que nous voyons des nuages, les enfants sont obligés de repartir chez eux parce que cette eau-là va entrer dans la salle de classe. Alors, et c'était une salle de classe vide, et c'est des tableaux mouillés, c'est bon. Donc ça, c'est le minimum quand même. Une salle de classe, c'est pas seulement 4 murs, c'est qu'il y ait un tableau, une table pour l'enseignant, une chaise, qu'il y ait des manuels scolaires même. D'ailleurs, ça, on n'en parle pas. Et donc, voilà. Donc, nous sommes dans une situation où, comme disait quelqu'un, un homme politique français, il faut dégraisser le mammouth, mais ici, dégraisser dans le sens de dire, ne faisons pas comme nous faisions l'année dernière, pour une année, sortons un petit peu du cadre habituel. Oui, Clotaire, est-ce qu'on sent que le gouvernement, puisque ce n'est qu'à lui d'apporter la solution, travaille dans ce sens, surtout l'Interland. On voit que l'Interland est vraiment délaissé.
Oui, il faut quand même le dire. Vous savez, le Congo, aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer le fait que il y a un manque de moyens, il y a un pléthore d'effectifs, comme dit mon désir, que tout ça est gérable. Vous voyez? C'est-à-dire que le Congo, jusqu'à pratiquement dans les années 90, avant que nous puissions plonger dans ce type de crise dans laquelle nous vivons, nous étions pratiquement à près de 90, pour ne pas dire 99% de scolarité, de taux de scolarité. C'était reconnu par l'UNESCO. Donc ça, nous ne pouvons pas dire le contraire. Et nous avions pratiquement le quart, donc entre 20 et 25% dans des années, des moyens, donc du budget qui était consacré à l'éducation nationale. L'éducation nationale, on part de la maternelle jusqu'à à l'université, en passant par les écoles techniques et tout ce qu'il y avait. Aujourd'hui, nous avons reculé sur ces ensembles même de taux. Et on se retrouve donc dans des situations même les plus graves. Mais parce que tout simplement, malgré le fait qu'il y ait la volonté politique, qu'il y a de faire avancer les choses, aujourd'hui on a parfois même des très belles écoles. Hein. Quand on voit le lycée de la Révolution, quand on voit le nouveau lycée qu'on a bâti à Pointe-Noire, mais à l'Interland, nous avions une contradiction qui est totalement forte. Parce que tout simplement, nous n'arrivons pas à mettre en place, ou plutôt à joindre l'ambition que nous avons à la réalité de cette ambition. C'est-à-dire que il y a ceux qui viennent pour le dire, mais cette ambition, elle est en même temps parasitée. Qu'est-ce qui peut comprendre? Et comment est-ce qu'il faut le comprendre? Que un élu, député, sénateur, tout ce que nous voulons, que cet élu-là puisse venir implanter une école dans son village, pour ne pas dire dans sa circonscription, en sortant de la carte scolaire. Mais ça aussi, nous avions un État qui laisse faire. Et quand vous êtes venu implanter votre école, et que 5 ans après vous n'êtes plus député, et que vous avez disparu de la circulation, et que vous avez laissé justement ce bâtiment-là dans l'état où vous l'avez... qu'est-ce que l'on peut faire? Il y a une carte scolaire qu'un État dresse, et à partir de ce moment-là, cela ne peut pas être parasité par des acteurs extérieurs qui arrivent pour s'engouffrer dans ce système. C'est possible. Ok, merci beaucoup, merci. Je suis pas tout à fait convaincu, mais ok, bon. Albert, nous évoquerons ce sujet prochainement, mais pour le moment, il faut reconnaître qu'il y a un vrai problème dans le système éducatif, parce que quand nous regardons dans nos écoles, dans les écoles congolaises, il y a pléthore, manque d'enseignants, et il y a des enseignants qui revendiquent leur intégration et qui ont déjà dépassé l'âge. Donc, il y a toujours des problèmes et c'est au gouvernement d'y apporter les solutions. Merci donc d'avoir participé à ce débat. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Vox TV. Au revoir à tous et à dimanche prochain.